Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une série qui portera sur le choix des appareils photo. C'est en sorte un guide d'achat technique qui j'espère vous aidera à choisir votre prochain boîtier numérique. En premier temps, on va se concentrer sur les fabricants, un à la fois. Puis, on va faire des vidéos par thème, par exemple choisir un appareil photo numérique à moins de 600 $ ou euros. On commence tout de suite par le fabricant Canon. Tout au long de notre discussion, on va essayer de répondre à la question « Comment choisir un boîtier Canon ?» Sur cette image, il y a tous les boîtiers produits par Canon depuis le début du siècle en cours. Il y a exactement 63 boîtiers à objectifs interchangeables, qui se divisent d'après la taille du capteur en trois groupes. 14 dotés d'un capteur plein cadre, 5 d'un capteur APS de type H et 34 avec un capteur APS de type C. Par contre, si on veut juste se concentrer sur la production au début 2017, le nombre exact est 14. On en trouve 6 avec un capteur plein cadre et 8 dotés d'un capteur APS-C. Votre futur choix sera probablement parmi ces 14 appareils photo. La question qu'on doit poser en premier est « Est-ce que ces boîtiers se valent ?» La réponse est non. Et pour bien les comprendre, on doit les catégoriser. Sur le site de Canon, vous trouverez 3 catégories. Réflexe pour débutants, réflexe pour amateurs et réflexe pour professionnels. Je trouve que ça ne reflète pas la réalité qu'on vit au quotidien. C'est pour cela que j'ai fait une autre ségrégation. La première catégorie est l'entrée de gamme, qui serait la porte d'entrée pour toute personne qui veut se familiariser avec le monde réflexe ou faire le pas d'un appareil photo compact. La deuxième catégorie est celle des amateurs, qui n'est pas un mot négatif, car amateur signifie un amoureux de quelque chose. Ces appareils photo sont destinés à des personnes qui vont tout faire pour maîtriser ce monde réflexe. Cette catégorie n'est pas un passage pour la suivante. La plupart des personnes qui ont un boîtier dans cette catégorie sont satisfaits et ne sentent pas le besoin d'évoluer de catégorie. La troisième est celle des passionnés. Le budget grandit et les possibilités avec. Par exemple, plus d'images par seconde, plus de rapidité ou encore une meilleure construction. La dernière est évidemment celle des professionnels. On y trouve des appareils photo de haute gamme. Souvent, le prix va en dissuader ceux qui n'utilisent pas leur photographie pour gagner leur vie. Dans chacune de ces catégories, on y trouve des sous-catégories qu'on va détailler. Dans l'entrée de gamme, il y a juste une seule sous-catégorie qui sont les Canon qui portent un nom avec 4 chiffres plus la lettre D. Les 2 premiers chiffres changent et les 2 derniers sont des zéros. Par exemple, le 1100D en fait partie, ou encore le 1300D. Dans la catégorie des amateurs, on trouve la même nomenclature, mais cette fois avec 3 chiffres au lieu de 4. Par exemple, le 650D ou encore le 700D. Le 100D est une exception. Il est le premier de son genre, peut-être on verra d'autres produits similaires dans le futur. Dans la troisième catégorie, on trouve le 6D, un boîtier doté de capteurs plein cadre, la série des 7D, et une autre série, mais cette fois, il y aura 2 chiffres, comme le 50D ou encore le 80D. Dans la catégorie professionnelle, il y avait la sous-catégorie des 1D et 1DS qui s'est arrêtée en 2011. La série des 1DX et 1DC, le haut de gamme absolu, et la fameuse série des 5D, le best-seller professionnel de Canon. Cela va nous emmener à un point très important qui est le changement de nom d'après la région dans le monde. En effet, les 2 premières catégories, donc entrée de gamme et amateur, vont changer de nom, tout dépend de la région où vous vous trouvez. Il y a principalement 3 régions. L'Amérique, où on va retrouver le nom Rebelle, le Japon utilisera le nom de KISS, et le reste du monde va suivre la nomenclature qu'on a déjà détaillée. Par exemple, ces 3 boîtiers, le Canon 100D, le Canon Rebelle SL1 et le Canon KISS X7, sont identiques.
il y a juste le nom qui change. Pour compliquer encore les choses, il existe un seul contre-exemple, qui est le Canon 760D, qu'on nomme Rebel T6S en Amérique, mais arrivé au Japon, il ne suivra pas le nom de KISS, mais prendra le nom de 8000D. Un autre sujet est le processeur Digic que développe Canon pour ses boîtiers. Ce dernier est utilisé dans les appareils photo et caméscope Canon et a le rôle de contrôler et de traiter les signaux qu'il reçoit. C'est une partie importante de l'équation car l'exactitude et la rapidité des traitements en dépendent. Évidemment, il a connu une progression depuis le début du siècle et se décline en 6 versions différentes. Il faut noter qu'il existe des versions intermédiaires que Canon le distingue en ajoutant le signe plus. Un exemple serait le Digic 6 Plus qui équipe les Canon 5DS. Pour des raisons de performance, on trouve des boîtiers qui sont dotés de 2 processeurs Digic, comme le Canon 5D Mark IV qui possède un Digic utilisé pour le calcul de l'exposition et le suivi des sujets, et un autre Digic 6 Plus, cette fois pour le traitement des images. On va maintenant détailler les produits Canon et on commence par la gamme professionnelle. En 2011, Canon annonce le Canon ND doté d'un capteur APS-H qui recevra une grande mise à jour en 2004 avec le Mark II, puis le Mark IIN en 2005, le Mark III en 2007 et enfin le Mark IV en 2009. En 2002, Canon annonce le frère jumeau du ND, le Canon NDS, doté d'un capteur plein cadre et qui va recevoir 2 grandes mises à jour. Une en 2004, le Mark II, et une autre en 2007 avec le NDS Mark III. Ces 2 séries, celles du ND et NDS, sont arrêtées en 2011 et remplacées par 2 autres séries, NDX et le NDC. Voici de plus près les 5 boîtiers de la série ND et les 3 de la série NDS. On continue d'explorer les boîtiers de la gamme professionnelle. Ainsi, en 2005, naît la future étoile de Canon, le 5D. Il recevra une grande mise à jour en 2008, le 5D Mark II, qui aura un très grand succès parmi les photographes et même les vidéographes. En 2012, il reçoit sa 3e version, le Mark III, et solidifie sa position et sa réputation. En 2015, Canon annonce le 5DS et le 5DS-R qui ne sont pas là pour succéder au 5D Mark III, mais pour créer une autre lignée et pour subvenir à un autre type de demande. Finalement, en 2016, cette série reçoit une mise à jour très attendue par les photographes, le 5D Mark IV. Après l'arrêt du ND et du NDS en 2011, Canon lance 2 nouvelles lignées de NDX et le NDC, qui sont des boîtiers avec des caractéristiques au-dessus du lot. En 2016, Canon met à jour le NDX en sortant le NDX Mark II avec des caractéristiques dignes d'une bête de course. Voici les boîtiers NDX et NDC et la fameuse série D5D. On passe maintenant aux boîtiers de la catégorie passionné. On y trouve toute une série à 2 chiffres, plus la lettre D, qui commence en 2003 avec le 10D et se termine avec le 80D sorti en 2016. On notera les 2 modèles 20DA et 60DA qui sont des 20D et 60D avec un filtre infrarouge modifié. Le but recherché est une sensibilité élevée de ce type de lumière pour améliorer les photos astronomiques, d'où la lettre A ajoutée dans le nom. En 2009, Canon lance un produit particulier, le 7D. Il a tout un grand, mais avec un capteur APS-C. Les photographes de sport et animaliers l'adoptent immédiatement grâce au nombre de déclenchements et de points de focus. En 2014, il reçoit une mise à jour, le 7D Mark II, et confirme sa position. Le dernier boîtier est le 6D, qui est le seul doté d'un capteur plein cadre dans cette catégorie. Son bas prix par rapport aux autres boîtiers plein cadre nous donne un accès plus facile au monde du plein cadre. Il reste qu'il est limité techniquement,
comme la plus haute vitesse de 1 sur 4000 secondes, une cadence de moins de 5 images par seconde et une vitesse de synchro de 1 sur 180 secondes. Mais ce boîtier reste très agréable à utiliser. Il ne faut pas oublier les ancêtres de cette catégorie, le D30 et le D60, qui sont sortis en 2000 et 2002, avant même la naissance du processeur Digic. Voici les boîtiers de la sous-catégorie des 2 chiffres plus la lettre D. Et voici le 7D, 7D Mark II et Canon 6D. On s'intéresse maintenant à la 3e catégorie, celle des boîtiers pour amateurs. Comme on l'a déjà mentionné, on va faire attention au nom de chaque boîtier, car celui-ci pourra prendre un nom différent par rapport à votre localisation. En 2003, Canon annonce le 300D, appelé aussi Rebelle en Amérique ou encore Kiss au Japon. Ce dernier était destiné au grand public. 18 mois après, Canon sort le 350D avec une bonne fiche technique, un capteur de 8 mégapixels, un processeur Digic 2 et une cadence de 3 images par seconde. Un an après, le 400D voit le jour. Puis en 2008, le Canon 450D. De 2009 à 2011, on a vu passer le 500D, 550D, 600D et 650D. En 2013, Canon change ses habitudes et lance 2 produits en même temps, le 100D et le 700D. Le 700D étant une évolution du 650D, mais le 100D, appelé aussi le Rebelle SL1, donne naissance au plus compact réflexe connu, avec des caractéristiques pratiquement similaires au 700D. Ce boîtier a tellement changé la donne qu'il rivalise toujours avec d'autres boîtiers sortis en 2016. 2 ans après, Canon change encore une fois ses habitudes en sortant 2 boîtiers quasiment identiques. Les changements sont plus reliés à l'utilisation et non aux caractéristiques. On aura plus d'informations sur ces 2 boîtiers plus tard dans cette vidéo. Voici la série des Rebelles et le 100D. On finit avec la dernière catégorie, celle de l'entrée de gamme. Plus facile à cerner, on y trouve 4 boîtiers. Le premier du genre, le 1000D sorti en 2008, le 1100D sorti en 2011, le 1200D sorti en 2014 et finalement la version 2016 de la série, le 1300D. J'aimerais aussi ouvrir une parenthèse et vous parler des boîtiers Canon hybrides. Depuis 2012, on a vu la naissance du M, M2, M3 et M10. Ces hybrides ne pouvaient pas rivaliser réellement avec les autres fabricants. Mais en 2016, Canon lance le M5 avec de très bonnes caractéristiques, très agréables à utiliser. Cet hybride accepte des objectifs de type EF-M qui ne sont pas nombreux et ne permettent pas aux photographes d'exprimer leur créativité. Malgré la bague d'adaptation qui permet d'attacher les objectifs Canon EF et EFS, cela reste une mauvaise solution, car si on choisit le M5, c'est pour gagner en volume et en poids. Et ça ne fait aucun sens de monter un gros objectif comme un EF 24-70 ou un EF 70-200 à un Canon M5. Le dernier point est le prix un peu élevé par rapport à la concurrence, en prenant en compte qu'il ne peut pas piloter des flashs distants et ne filme pas en 4K. En résumé, le M5 est très bon, mais vu la concurrence féroce sur le marché, il n'est pas la solution si vous voulez passer à l'hybride. Voici la série des 1000D et les hybrides Canon. Maintenant qu'on a fait le tour des 63 boîtiers Canon, on est prêt pour filtrer. On va comparer uniquement les 14 boîtiers qui sont toujours en production par Canon. Le plus ancien de cette liste est le Canon 6D, mis sur le marché en 2012. Le 1DC, le 100D. Notez qu'on n'a pas listé en 2013 le 700D, qui est sorti en même temps que le 100D, car il a été remplacé par le 750D
et le 760D en 2015. Puis le 7D Mark II, qui est toujours en production par Canon. On a le 5DS et le 5DS-R, le 750D et le 760D, l'hybride M10, et finalement en 2016, on trouve le NDX Mark II, le 5D Mark IV, le 80D, le 1300D et le M5. Pour affiner encore notre solution, on va retirer 4 boîtiers en commençant par les deux hybrides, M10 et M5, et les deux boîtiers haut de gamme, le NDC et le NDX Mark II, pour leur prix trop élevé. Je pense que si vous voulez un Canon NDC ou NDX, vous êtes un professionnel et vous n'êtes sûrement pas en train de visionner cette vidéo. Il serait très intéressant d'ajouter à cette liste les boîtiers Canon qui ne sont plus en production, mais qui sont toujours en stock sur le marché. On en trouve principalement 3 boîtiers. Le 5D Mark III, le 700D et le 70D. Avec cette liste finale, on va suivre notre charte de départ et les classer d'après les 4 catégories discutées. Mais honnêtement, allez-vous choisir un boîtier car il fait partie d'une catégorie ou d'une autre? Non. Je vous conseille de ne pas le faire et à la place, comparez les caractéristiques et évidemment votre portefeuille. Vous pouvez choisir parmi 6 boîtiers de moins de 1000 $, 3 entre 1000 et 1400 $ et 4 professionnels à partir de 2500 $. Notez que j'utilise des dollars américains pour nous repérer et principalement les prix qu'affiche le magasin B&H. Car aux États-Unis et au Canada, les taxes ne sont pas affichées. Donc si vous êtes à B&H et vous prenez un boîtier qui est affiché à 1000 $, arrivé à la caisse, vous allez payer plus cher car la taxe sera ajoutée. Mais au contraire, si vous êtes en France, à la Fnac par exemple, et si un produit est affiché à 1000 €, vous allez payer exactement 1000 € à la caisse. Nous allons maintenant comparer les caractéristiques de ces boîtiers en prenant en compte 9 critères. La taille du capteur, le nombre de mégapixels, la version du processeur Digic, le nombre de points de focus, le nombre de cadences de prise de vue, enregistrement vidéo, la vitesse maximale, la connexion sans fil et l'écran. En gros, est-ce qu'il est tactile et est-ce qu'il est orientable? Il y a d'autres critères qu'on va aborder par la suite qui sont le poids et le volume. Par contre, on ne parlera pas de vitesse de synchronisation avec le flash, ni du nombre de cartes mémoire, ni de l'ISO maximal qui ne veut rien dire à mon avis. Car même si vous possédez un boîtier qui atteint 102 000 ISO, cela ne veut pas dire que vos photos à cette ISO sont bonnes. En gros, les appareils photo actuels font d'excellentes photos à ISO 800 et de très bonnes photos à ISO 1600, à l'exception des haut de gamme qui gèrent le bruit avec excellence. On commence par la comparaison des 6 boîtiers en dessous de 1000 $. Voici l'année de mise en marché de ces appareils photo. Et voici leurs caractéristiques. On va mettre en évidence les éléments importants. Du haut vers le bas, on note que la taille du capteur est identique. Ils sont tous dotés d'un APS-C. Le 750D et le 760D se démarquent avec une résolution de 24 mégapixels. Malgré que le 1300D est sorti en 2016, son processeur Digic est de version 4 qui est sorti en 2008. Deux groupes pour le nombre de points de focus, 9 points et 19 points. Le 1300D a une cadence de 3 images par seconde, équivalente au 350D qui est sorti en 2005, il y a plus de 10 ans. À part le 70D, leur vitesse maximale est de 1 sur 4000 secondes,
qui a un handicap dans deux situations. Pour figer des sujets qui se déplacent à grande vitesse et de bien exposer dans des endroits très lumineux. Le 100D et le 700D ne possèdent pas de Wi-Fi. Le 1300D et le 100D possèdent des écrans fixes symbolisés par le F entre parenthèses. Et enfin, le 1300D ne possède pas un écran tactile. On découvre leur prix de 490 $ à 900 $. La chose qui saute aux yeux est la différence de prix entre le 750D et le 760D, malgré qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Voici la réponse en images. La différence est au niveau de la manipulation du photographe. Le 760D possède un écran LCD et une molette pour naviguer et changer de configuration plus facilement. L'avantage principal avec le 760D est de pouvoir éteindre l'écran arrière et se fier à celui en LCD. Ce n'est pas le cas du 750D où on ne peut pas éteindre l'écran arrière. En résumé, le 750D est une évolution du 700D et le 760D est un 70D miniature. Et n'oubliez pas que le 760D est nommé 8000D au Japon. On compare maintenant le poids de ces boîtiers. Le 70D sort du lot car il est placé dans une autre gamme, malgré qu'il est dans la même fourchette de prix. Le 100D aussi sort du lot avec sa légèreté. Pour le volume, le 100D se démarque encore une fois. Il fait moins de 12 cm de largeur. Un vrai atout si vous voulez être furtif et léger. Voici un résumé des trois boîtiers à moins de 650 $. Ils ont tous le même capteur. Le 1300D possède le Wi-Fi. Le 100D est léger et compact. Le 700D possède une meilleure cadence de 5 images par seconde. Le 100D et le 700D possèdent un écran tactile. Et le 700D est le seul à avoir un écran orientable. Pour les trois suivants qui nécessitent un peu plus de budget, le 750D et le 760D possèdent un capteur de 24 mégapixels. Le 60D a un 20 mégapixels. Le 750D et 760D sont plus légers et compacts que le 70D. Le 70D a une cadence de 7 images par seconde, identique au tout récent 5D Mark IV. Et sur les 6 boîtiers devant nous, le 70D est le seul à pouvoir atteindre une vitesse de 1 sur 8000 secondes. On passe à la prochaine section qui comporte le 6D, le 7D Mark II et le 80D. Voici leurs caractéristiques. On va encore une fois afficher les éléments importants. Le 6D est un plein cadre. Le Canon 80D est doté d'un capteur à 24 mégapixels, le même monté sur les 750D et 760D. Le 7D Mark II possède 65 points de focus qui le rend le réflexe Canon qui en possède le plus. Il a aussi une cadence de 10 images par seconde, plus rapide que tous les 5D existants. Une vraie bête pour les photographes de sport et animaliers. Le 6D ne peut pas dépasser une vitesse de 1 sur 4000 secondes. Le 7D n'a pas de Wi-Fi. Le 80D possède un écran tactile et orientable. On découvre maintenant le prix de ces boîtiers. On peut aussi ajouter le 70D qui se trouve entre deux catégories de prix, qui n'a rien à envier aux autres. En finalité, il est encore un bon candidat. Si on compare le poids et le volume, on remarque tout de suite que le 7D Mark II est lourd et encombrant, un point négatif pour tous ceux qui veulent être légers. On a maintenant tous les éléments pour sortir avec une conclusion. Le 6D est un plein cadre. Le 7D Mark II possède une cadence élevée de prise d'image. Le 80D possède un capteur de 24 mégapixels. Le 7D Mark II et le 80D possèdent beaucoup de points de focus.
Le 6D et le 80D possèdent le Wi-Fi intégré. Le 7D Mark II et le 80D ont une vitesse maximale de 1 sur 8000 secondes. Le 80D possède un écran tactile et orientable. En résumé, si prendre 10 images par seconde est important pour vous, prenez le 7D Mark II, sinon prenez le 80D. Et si le poids et le volume sont importants pour vous, évitez le 7D Mark II. Évidemment, si le plein cadre est votre but, le 6D est votre choix. Voici maintenant la dernière catégorie de prix. Et voici les éléments importants. Le 5DS et 5DS-R possèdent un capteur de 50 mégapixels. Le 5D Mark IV fait de la vidéo 4K, possède un écran tactile et le Wi-Fi est intégré. Les 5DS et 5DS-R ont une cadence faible de 5 images par seconde. On découvre leurs prix respectifs. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais le 5D Mark III reste une très bonne option d'achat. Du côté volume et poids, les 4 boîtiers sont pratiquement équivalents. Ici, on les compare au NDX Mark II qu'on a éliminé au début, on voit clairement que ce dernier est plus lourd et plus volumineux. Voici un résumé de cette catégorie de prix. Les 5DS et 5DS-R possèdent un capteur de 50 mégapixels, le record absolu dans un capteur de format 24-36. Par contre, ils ne gèrent pas les basses lumières comme les 5D Mark III et 4. Ils donnent d'excellentes images même à ISO 6400 et possèdent une cadence plus élevée que le 5DS et 5DS-R. Le 5D Mark IV enregistre des vidéos en 4K et possède le Wi-Fi. Il reste une question en suspens. C'est quoi la différence entre le 5DS et le 5DS-R? Il faut savoir que les boîtiers utilisent un filtre passe-bas pour laisser passer uniquement les basses fréquences et ainsi diminuer le moiré. Mais ce processus a un effet secondaire qui est de diminuer la netteté. Le 5DS-R propose une technique qui élimine l'effet du filtre passe-bas et ainsi gagner en netteté, mais laisse plus de chance au moiré. En résumé, si vous voulez éliminer complètement le moiré, prenez un 5DS. Et si vous voulez une netteté maximale, prenez le 5DS-R. Avant d'aller plus loin, je tenais à comparer le poids et volume de tous les boîtiers de ce comparatif. Le 100D est vraiment léger et le 7D Mark II est lourd pour un APS-C. Même remarque pour le volume, le 100D est très compact et le 7D Mark II est aussi encombrant que la série des 5D qui sont des pleins cadres. Voici aussi un comparatif historique de l'évolution de la moyenne du nombre de mégapixels des boîtiers Canon. On remarque une évolution constante qui s'est multipliée par 8 lors des 16 dernières années. On arrive à la conclusion finale où je vais lister 5 boîtiers à considérer fortement. On commence par le 100D qui a un prix attractif, léger et compact. On a le 750D qui délivre des images de grande qualité. Le 7D Mark II pour ses caractéristiques d'un pro. La polyvalence du 80D. Et enfin, le Canon 5D Mark IV qui reste le choix ultime des professionnels qui utilisent les boîtiers Canon. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux ou encore sur rashikb.com. Vous trouverez une section blog avec des articles sur la photographie. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et si possible, partagez la vidéo à vos amis, ça leur fera sûrement plaisir. À vos boîtiers.